Bienvenue dans les décideurs de la finance. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bernard Hébrand. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. On va parler avec vous bien du paysage financier et puis des conséquences qu'on peut en tirer en tant qu'investisseur. On commence par votre analyse sur l'actualité chaude, le décrochage suite au tsunami japonais. On a l'impression que les marchés ont réagi fortement, mais la correction n'a pas été si violente qu'on aurait pu la craindre, 8% je crois au plus bas. Oui, selon les marchés, on a eu 8, 9, 10%. Évidemment, le marché japonais a beaucoup plus décroché. Mais en général, ces baisses ont été rattrapées assez rapidement, y compris au Japon d'ailleurs. Oui, alors ça n'a pas baissé beaucoup et puis après l'élastique est remonté très vite. Voilà, et on a eu des gens, des investisseurs qui sont revenus sur le marché assez vite, et tous azimuts, sur toute zone géographique, États-Unis, Europe, y compris Japon. Ça, c'est un signe qu'on a basculé, que ceux qui avaient raté finalement les précédentes hausses se sont dit « oulala, ce coup-ci, je remonte dans l'ascenseur ». Alors vous savez, on dit qu'il y a souvent deux types de grands comportements selon les phases de marché. Soit on vend sur les rebonds, soit on achète sur les faiblesses. Et on est clairement en ce moment, depuis un moment, dans cette deuxième situation. Ça, c'est un signe de fermeté. C'est un marché bullish, comme disent les Américains. C'est un marché haussier, comme disent les Américains et les Français. Des États-Unis, justement, puisqu'on en parle, qui vont mieux aussi. C'est là-dessus que se fait ce sentiment bullish sur la reprise américaine ou il y a d'autres facteurs ? Alors les États-Unis montrent clairement des signes de fermeté là où on avait des vrais problèmes depuis des années, en particulier le marché de l'emploi. Ce marché de l'emploi qui rebondit, on a un peu plus de création d'emplois maintenant qu'on en avait. Et si on regarde les créations d'emplois mensuelles, on est quasiment retourné sur le rythme des années 2005-2006. Donc ça, c'est très important. Et le taux de chômage lui-même, il est redescendu en dessous des 9%. On n'avait pas vu ça depuis à nouveau très longtemps. Donc ça, c'est un signe de vraie fermeté de l'économie américaine, même si l'endroit par où le malheur est arrivé, entre guillemets, c'est-à-dire l'immobilier résidentiel. Et ça, c'est pas purgé encore. C'est toujours au fond du fond. On n'a toujours pas de vente sur le résidentiel américain et les prix sont toujours au plancher. Et le marché de l'emploi s'améliorant, on peut imaginer que ça tire un jour à nouveau le marché immobilier. C'est ça qu'il faut surveiller ? Le marché immobilier et puis simplement la consommation, c'est quand même la grosse partie de la croissance américaine. C'est un marché de consommation avant tout. Aujourd'hui, il y a des créations d'emplois, donc c'est la première étape qu'on attendait depuis longtemps. Deuxième étape qu'on n'a pas encore, c'est que les salaires réels n'augmentent quasiment pas et ils augmentent même moins vite que l'inflation. Donc on a des salaires réels, pour être plus précis, qui ont tendance à baisser. Donc ça, c'est encore mauvais pour le pouvoir d'achat. Il faut peut-être attendre un petit peu la deuxième phase de création. On a l'impression que les États-Unis sont quand même passés, alors c'est un peu caricatural, mais en arrière-plan, que c'est plus vraiment le phare du capitalisme, qu'on regarde de plus en plus vers l'Est maintenant. Alors ça fait ce sentiment aussi sur, disons, les statistiques, voilà, quand maintenant les taux chinois bougent ou que des mesures sont prises sur le secteur bancaire, ça a plus d'importance que ce qui se passe aux États-Unis. Il y a peut-être deux horizons de temps à regarder. Clairement, quand on regarde la sortie d'une statistique dans les minutes, les heures qui suivent, voire les jours qui suivent, les statistiques américaines, en tout cas certaines d'entre elles, ont toujours une très très forte influence sur les marchés. En revanche, clairement, à long terme, on sait très bien que c'est de l'Est et des émergents en général que viennent les grands changements. Autre phénomène qu'on voit, on a vu les entreprises recréer finalement leur trésor de guerre. Ça y est, elles commencent à s'en servir. Warren Buffett disait « j'ai le doigt sur la gâchette ». On voit, ne serait-ce qu'aujourd'hui, les deals, Rodia qui est racheté, SFR qui est repris complètement par Vivendi, pour n'en citer que deux emblématiques. Ça, c'est une tendance forte aussi de marché bullish. Alors, ça fait un moment qu'on voit la trésorerie qui s'accumule dans le bilan des sociétés, en Europe, aux États-Unis, un petit peu partout. Aux États-Unis, la trésorerie dans le bilan des sociétés est revenue à son niveau le plus haut depuis les années 1960, c'est quand même pas rien. Alors, l'année dernière, qu'est-ce que faisaient les entreprises ? Elles payaient des dividendes et elles rachetaient leurs propres actions. Entre guillemets, ce n'est pas très, très créatif. L'investissement en tant que tel est toujours assez faible. En revanche, maintenant, depuis la fin de l'année dernière, ça a commencé dans les marchés émergents et ça se répand maintenant aux États-Unis. Depuis la fin de l'année dernière, on a des rachats de sociétés, des fusions-acquisitions et peut-être l'une des dernières régions un tout petit peu à la traîne dans ce mouvement, c'est l'Europe où ça commence tout juste. Vous avez cité deux deals qui viennent de se nouer et on peut attendre un peu plus à venir. Donc ça devrait être porteur également. Un mot aussi dans le domaine de la technologie. Certains reparlent de bulles. On voit aussi des choses assez impressionnantes avec des introductions en bourse, des rachats, des valorisations qui semblent importantes. Ça aussi, c'est un signe d'un marché qui repart de l'avant.
Alors, parler de bulle sur les technologies, c'est vrai que ça rappelle de vieux souvenirs aux plus anciens. Donc, il y a 10 ans, c'était le marché de la bulle. Aujourd'hui, par bien des aspects, les valeurs technologiques sont exactement le contraire de ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Ce sont parmi les sociétés qui ont le plus de cash à leur bilan et qui sont le moins endettées. Ça, c'est en moyenne. Évidemment, il y a des excès, on retrouve des introductions en bourse un peu folles, etc. Mais la moyenne, c'est des sociétés qui sont saines et qui font des bénéfices et qui augmentent leurs vrais bénéfices. Il y a 10 ans, plus elles faisaient de pertes, quasiment plus elles valaient cher. Aujourd'hui, elles augmentent leurs bénéfices et elles sont bien positionnées pour une grande partie d'entre elles pour faire augmenter des bénéfices dans un univers qui est structurellement déflationniste. Elles sont très très bien armées pour ça en général. Alors, on parle de déflation. C'était une grande crainte il y a encore quelques mois, la déflation, d'où les politiques de quantitative easing, la Fed qui arrosait le marché de liquidités. On passe ici en Europe à des risques inflationnistes. Vraiment, on a changé du tout au tout à 180. Quel est ce risque? Comment est-ce que vous appréciez ce risque? Alors aujourd'hui, il y a vraiment deux grandes familles d'économies, comme dans bien des cas. On a des économies émergentes, en particulier asiatiques, latino-américaines, où on a de la vraie inflation et tous les prix augmentent très très vite. C'est quoi la vraie inflation alors? La vraie inflation, c'est peut-être par rapport à l'inflation. L'inflation qu'on a en Europe et aux États-Unis, qui est très très largement tirée par les matières premières, énergie et alimentation en particulier, tandis que les autres prix des autres biens et services ne bougent pas tellement. Ça, c'est la fausse inflation. Ça, c'est l'inflation qu'on appelle sous-jacente en termes d'économie. Et la vraie inflation, c'est quand elle se propage au reste de l'économie, les salaires, l'immobilier. Puisqu'en fait, la plupart des politiques monétaires actuelles ont été construites pour éviter les dérapages qu'on avait vus dans les années 1970, qui étaient de transmettre la hausse des prix à la hausse des salaires et de faire une spirale inflationniste. Aujourd'hui, on n'a plus cette spirale inflationniste, puisqu'on n'a plus de salaires indexés sur les prix. Et donc, alors, perspective, hausse des taux vraisemblablement jeudi par la BCE. Est-ce que ça, c'est un frein, un seau d'eau froide finalement aussi sur les marchés? Alors, on a vu les facteurs plutôt positifs, si on s'arrête là-dessus. Seau d'eau froide, si on a vraiment cette hausse des taux qui est attendue par tout le monde et que ça s'arrête là… Combien, un quart de point? Voilà, c'est ce qui est attendu en moyenne. Ce ne serait pas un seau d'eau froide parce qu'on resterait toujours sur des niveaux très très faibles de taux par rapport à toutes les normes historiques. Ce sera peut-être plus les commentaires et les perspectives à venir qui vont être regardés. Même si on augmente un peu les taux, ça reste très accommodant et c'est surtout très attendu par les marchés. Il faut surveiller le pétrole aussi, voilà. Parce que c'est ça que j'imagine regarde la BCE. Effectivement, c'est le prix du pétrole et des matières premières en général qui vient faire monter cette inflation qui est regardée. Et c'est dans le contrat de travail des banquiers centraux européens de contrôler cette inflation. Donc si les matières premières montent, mécaniquement, ils seront obligés de monter leur taux. Parce qu'on est à un pic, là, 2,6, on est clairement dans la zone… haute de ce contrat de travail. Alors, on a vu un peu ce paysage, ça c'est pour l'analyse. On passe à l'action. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement et comment est-ce qu'on répartit justement ce qui est votre métier, ces actifs? On commence par le marché obligataire. Comment est-ce que vous êtes alloué sur les obligations? Alors aujourd'hui, depuis le début de l'année, on n'a pas d'emprunt d'État ou très très peu d'emprunt d'État, que ce soit européen ou emprunt d'État. Voilà, exactement. Même de l'Allemagne, même du Bund Alors le Bund était très intéressant l'année dernière, parce qu'il bénéficiait de toutes les craintes qui pesaient sur la zone euro. Depuis cette année, la réaction des investisseurs a complètement changé et les obligations en général baissent en valeur, c'est-à-dire que les taux d'intérêt montent au fur et à mesure que les tensions sur les États périphériques augmentent et puis que la pression inflationniste en zone euro augmente. Donc nous, on préfère rester à l'écart de tout ça au fur et à mesure que les rendements obligataires se reconstituent, quitte à pouvoir y retourner quand ils seront approchés aux alentours de 4, dont on s'approche doucement. D'accord. On attend que ça remonte à 4. Donc pas d'emprunt d'État. Qu'est-ce qui reste Il reste plein de choses sur les marchés obligataires, ce sont des gros marchés. Alors le monétaire, on en a très peu aussi parce que ça ne rapporte rien pour le moment. La dette de sociétés privées nous semble intéressante aujourd'hui. En zone euro, on a des banques qui émettent de la dette pour renforcer leurs capitaux propres et qui sont soumises à des pressions réglementaires très fortes et qui servent un rendement très attractif. J'imagine qu'il faut être prudent aussi sur ce secteur bancaire. On a vu les renflouements en Irlande, en Espagne ou ailleurs. Comment est-ce qu'on distingue le bon grain de livret dans les banques? Alors il faut être très très prudent, d'autant plus qu'on est sur un secteur mouvant. Donc on a à un instant T des banques qui sont dans des états de santé très différents, et en plus on sait que dans le temps, la réglementation de ces banques change. Donc avoir des
des titres qui donnent une protection à l'investisseur, c'est important, et ils ne donnent pas du tout tous la même protection, donc être sélectif là-dessus. Et puis évidemment, regarder les banques qui sont un peu solvables. Donc les banques, d'autres secteurs où il y a des bons rendements? Aux États-Unis, si on traverse l'Atlantique, on voit qu'on a des très très bons rendements sur beaucoup de valeurs industrielles qui sont dans bien des cas désendettés et qui ont des carnets de commandes pleins, ce qui leur permet donc de payer leurs coupons qui sont très élevés sans trop de risque de défaut. Donc industriel, mais plutôt côté américain. Oui. Ce qui fait courir le risque de change? Ce qui fait courir le risque de change, sauf si on prend la précaution de le couvrir par diverses techniques. Donc nous, on a depuis un moment pas de risque de change contre euro. Il faut savoir que l'euro s'apprécie contre toutes les devises, ce qui veut dire que si vous investissez, y compris émergentes. Ce qui est un peu paradoxal, on a plus de problèmes de dette souveraine. Comment est-ce qu'on explique que l'euro se renforce? On a des phénomènes de flux assez simples aujourd'hui, en particulier si on regarde l'euro-dollar, on a des taux euros dont on attend qu'ils vont monter plus vite que les taux dollars. Donc simplement, les capitaux vont là où les taux vont être plus rémunérateurs, donc vers l'euro. Mais on a aussi ce phénomène qui s'est un peu généralisé et l'euro s'apprécie contre la quasi-totalité des devises émergentes, ce qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. Alors justement, si on passe à la partie action, quelle zone géographique vous privilégiez? Bon, alors, les actions, il nous semble que c'est un des marchés financiers qui est les moins chers aujourd'hui par rapport à toutes les normes historiques. Et on est beaucoup investi en particulier sur l'Europe parce que c'est une zone qu'on connaît bien et parce que c'est quasiment la zone la moins chère du monde, à peu près au même niveau que les émergents en termes de comparaison prix sur bénéfice, aux alentours de 10 fois et demi les bénéfices 2011. Donc c'est vraiment assez bon marché. Et également les émergents qui, si on sait éviter un peu trop les zones de surchauffe, donnent des belles opportunités d'achat avec d'une part des marchés qui vont profiter de la hausse des matières premières et d'autre part des marchés un peu cycliques et qui sont souvent vendus très très bons marchés, très peu chers et sur lesquels on se positionne. Alors des exemples concrets, soit de secteurs en Europe, soit de marchés émergents? Alors marché émergent pour les matières premières, la Russie, ça nous semble assez clairement, c'est le marché le moins cher pratiquement de toutes les zones géographiques. C'est comme ça que vous jouez les matières premières d'ailleurs, c'est via la Russie? La Russie, quand on regarde les grands indices, c'est 3/4 de matières premières, que ce soit énergie ou métaux. Et puis, à l'autre bout du spectre de la valeur ajoutée, on a la Corée, qui est un ancien dragon, un ancien tigre, que tout le monde avait un petit peu oublié depuis quelques temps, mais qui recèle des joyaux, à commencer par sa première capitalisation, Samsung, c'est coté là-bas. Il se trouve que le marché coréen, ça se traite aux alentours de 8 fois les bénéfices. Alors certes, la Corée a des problèmes structurels de gouvernance, etc., mais 8 fois les bénéfices pour des leaders mondiaux comme ça nous semble intéressant. Pas d'Amérique latine dans votre portefeuille? Pas d'Amérique latine aujourd'hui. Ils sont vraiment en première ligne sur les problèmes inflationnistes et ils ont un peu plus de mal que d'autres pays à les gérer. Bon, et en Europe, pour finir, les actions, les secteurs qui vous semblent porteurs? En Europe, beaucoup de choses. La zone euro a été vraiment très très attaquée l'année dernière, en 2010. Donc c'est un des endroits où on trouve le plus de choses à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut racheter sans regarder l'ensemble des indices ou... C'est une solution, on peut acheter les indices. Une autre solution, c'est probablement de se positionner sur des valeurs de croissance souvent industrielles qui sont très très tournées vers d'autres conjonctures que la conjoncture de la zone européenne, qui est quand même pas en très très bonne forme, donc des exportatrices, des industrielles cycliques. Et puis on a quelques valeurs de rendement qui se trouvent en Europe et qui sont vraiment intéressantes. Dernière question, qu'est-ce que vous allez surveiller? Vous, c'est quoi votre indicateur pour anticiper une accélération à nouveau du marché ou, à contrario, sortir le parapluie parce qu'il risque d'y avoir un petit coup de tabac? Les matières premières sont clairement à surveiller en permanence. Et puis le coup de tabac, c'est les marchés financiers eux-mêmes, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle ils vont monter. Ils ont l'air bien partis pour vouloir monter ces derniers temps. Si on a une accélération trop rapide, il faudra peut-être être prudent. Bon. Merci beaucoup en tout cas, Bernard Heilbrandt, de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes le directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. À bientôt. Au revoir.